La lumière du matin tombait doucement sur St. Mary Mead, dorant les haies soignées et les portes fraîchement peintes des cottages d'un éclat particulier que seul un village anglais, à la fin du printemps, peut offrir. Miss Jane Marple était assise dans son jardin, ses aiguilles à tricoter bougeant à leur rythme habituel, lorsqu'elle aperçut Madame Dane sortir du portail du presbytère avec une expression qui suggérait une nouvelle importante. La démarche de la femme âgée, ni précipitée ni nonchalante, mais déterminée, indiquait à Miss Marple que, quelle que soit l'information dont Madame Dane disposait, elle souhaitait la communiquer d'abord à ses pairs, avant de la diffuser par les canaux habituels de communication du village. Miss Marple posa son tricot et attendit. « Jane, » commença Madame Dane, d'une voix empreinte de cette vibration particulière qui accompagne les porteurs de scandale. « J'ai bien peur qu'un événement plutôt terrible se soit produit à Greenacre. » Greenacre était le magnifique manoir géorgien situé à la lisière du village, récemment acheté par M. Edmund Fairfax, un avocat londonien fortuné et à la réputation irréprochable. Il était arrivé 3 mois auparavant, avec sa fiancée, mademoiselle Veronica Hartwell, une jeune femme remarquable dont la beauté avait fait beaucoup parler d'elle dans les magasins du village et dont le mariage avec M. Fairfax était attendu avec le genre d'intérêt enthousiaste que réserve un village tranquille aux événements d'importance sociale réelle. Le mariage devait avoir lieu ce samedi, poursuivit Madame Dane en s'installant sur le banc du jardin, avec l'air de quelqu'un qui s'apprête à raconter une longue histoire. Tout était prêt, les fleurs commandées chez ce fleuriste londonien hors de prix, le chapiteau monté sur la pelouse, les invités arrivant de la ville. Et maintenant ? Elle fit une pause, laissant le silence créer son propre effet. Mademoiselle Hartwell a disparu. Les aiguilles de Miss Marple avaient cessé leur mouvement. Disparu ? Complètement disparu. Son lit semblait avoir été occupé, du moins en apparence. Mais lorsque Madame Bell, la gouvernante de M. Fairfax, est allée lui apporter son petit déjeuner à 8 heures hier matin, la chambre était vide. Sa robe de mariée était suspendue dans son papier de soie. Ses affaires étaient toutes à leur place, mais la jeune fille elle-même avait disparu. Madame Dane se pencha en avant, les yeux brillants de l'importance de son information. « Et ce n'est pas le pire, Jane, ils ont trouvé du sang. » Le mot tomba entre elles comme une pierre dans une eau calme. « Dans sa chambre ?» demanda calmement Miss Marple. « Dans l'escalier qui mène au jardin. Pas en grande quantité, selon l'inspecteur Craddock, mais indéniable. Et sa fenêtre était ouverte, mais personne ne peut dire si elle est sortie par là ou si quelqu'un est entré. » Miss Marple reprit son tricot, mais ses yeux avaient pris cette expression particulière qui suggérait que son esprit suivait des chemins invisibles pour son interlocuteur. « Comme c'est curieux, » murmura-t-elle. « Cela ressemble à l'incident avec la nièce de Madame Barton. Mais non, c'était tout à fait différent. Vous dites que la fenêtre était ouverte. Grande ouverte. Les rideaux flottaient au vent lorsque Madame Bell a découvert son absence. Et que dit M. Fairfax ? Il est hors de lui, naturellement. Il prétend n'avoir rien entendu d'inhabituel pendant la nuit, bien que sa chambre se trouve dans l'aile ouest et la sienne dans l'aile est. Il insiste sur le fait qu'elle était parfaitement heureuse, qu'il n'y avait aucun doute sur leur mariage, aucun problème entre eux. Mais Madame Dane baissa la voix d'un air complice, bien qu'elles fussent seules dans le jardin. « Il y a des rumeurs, Jane. Il y a toujours des rumeurs. » Et c'était vrai. Dans l'après-midi, la rumeur s'était répandue dans tout St. Mary Mead, avec la rapidité inexorable de l'eau s'infiltrant dans le sable. Miss Marple en entendit différentes versions au cours de ses tournées habituelles. À la poste, où Mademoiselle Trimble parlait à voix basse de la première femme de M. Fairfax, décédée 7 ans auparavant dans un tragique accident. Chez le boucher, où la jeune Madame Pierce mentionna que Mademoiselle Hartwell semblait nerveuse,
tendu lorsqu'elle l'avait croisé au village 3 jours auparavant. Au Blue Boar, où la voix du colonel Melchett portait à travers la fenêtre ouverte, alors qu'il discutait de l'affaire avec le vicaire Clément, parlant de chasseurs de fortune et de femmes désespérées. Ce soir-là, alors que Miss Marple était assise devant son modeste feu avec son tricot et une tasse de chocolat chaud, elle réfléchit à l'étrange collection de faits qui s'étaient accumulés. Une mariée disparue la veille de son mariage, du sang dans les escaliers, une fenêtre ouverte, et sous ces détails superficiels, les courants plus profonds de la nature humaine. L'amour et l'argent, la peur et le désir, les terribles pressions qui peuvent pousser une personne à commettre un acte désespéré. Elle pensa à la robe de mariée blanche suspendue dans son papier de soie, attendant une mariée qui ne la porterait peut-être jamais. Cette image lui semblait symbolique, même si elle ne pouvait pas encore dire de quoi. Un vase vide, peut-être. Une promesse non tenue. Ou bien, et là, ses aiguilles s'arrêtèrent, une mise en scène délibérée, soigneusement orchestrée. Le matin, l'inspecteur Craddock se présenta à la porte de Miss Marple comme elle s'y attendait. C'était un jeune homme compétent, le neveu de son cher ami Sir Henry Clithering, et plusieurs affaires précédentes lui avaient appris à apprécier les observations de Miss Marple, aussi improbables qu'elles puissent paraître au premier abord. « Je ne vais pas prétendre être ici pour le plaisir, Miss Marple, » dit-il en acceptant son offre de thé avec une gratitude évidente. « Cette affaire à Greenacre me laisse complètement perplexe. »« Je peux l'imaginer, » répondit Miss Marple en versant le thé d'une main assurée. « Une mariée disparue, c'est un peu comme un mystère de chambre close, n'est-ce pas? Sauf que la chambre n'était pas fermée à clé. » « Exactement. La fenêtre était ouverte, ce qui constituait une voie de sortie évidente. Mais pourquoi mademoiselle Hartwell serait-elle sortie par la fenêtre au milieu de la nuit? Où serait-elle allée? Elle n'avait pas d'argent sur elle, pas de manteau malgré le froid, et ses chaussures, ses bonnes chaussures de marche, étaient toujours dans son armoire. Elle semble être partie vêtue uniquement de sa chemise de nuit et peut-être de pantoufles, mais nous ne les avons pas trouvées. C'est très étrange. » Miss Marple posa sa tasse de thé, l'air pensif. « Et le sang ? » Une petite quantité sur la 3e marche du bas de l'escalier arrière, et quelques gouttes sur les dalles juste devant la porte du jardin. Pas assez pour suggérer une blessure grave, mais assez pour indiquer quelque chose. Craddock serra les mâchoires. Les gars du laboratoire l'examinent, mais ces choses-là prennent du temps. Bien sûr, et que pouvez-vous me dire au sujet de la maisonnée? Craddock sortit son carnet, bien que Miss Marple soupçonnait qu'il avait déjà mémorisé la plupart de ces détails. Monsieur Edmund Fairfax, âgé de 42 ans, avocat, très prospère, avec un cabinet à Londres. Veuf, sa première femme est décédée il y a 7 ans dans un accident d'équitation. Sans enfant, il a rencontré mademoiselle Hartwell lors du vernissage d'une galerie l'automne dernier et ils se sont fiancés à Noël. « Plutôt rapide », fit remarquer Miss Marple. « Les temps modernes, je suppose. » Mademoiselle Hartwell avait 28 ans. Elle vivait avec une tante âgée à Kensington jusqu'au décès de celle-ci l'année dernière. Elle lui a laissé une petite fortune, suffisante pour vivre modestement, mais sans luxe. Elle était, de l'avis général, ravie d'épouser M. Fairfax. « De l'avis général ?» Craddock saisit l'insistance. « Vous pensez le contraire ?»« Je ne pense rien pour l'instant, inspecteur. Je constate simplement que « de l'avis général » est une expression qui précède souvent la découverte d'un témoignage qui contredit tous les autres. Je vous en prie, continuez. Le personnel domestique, Madame Bell, la gouvernante, la soixantaine, veuve, est arrivée avec d'excellentes références de la résidence londonienne de M. Fairfax. Elle travaille pour lui depuis 15 ans. Martha Prior, la femme de chambre,
originaire de la région, âgé de 23 ans, plutôt timide. Et Thomas Webb, homme à tout faire et chauffeur, âgé de 45 ans, également avec des références irréprochables. Pas de femme de chambre pour Mademoiselle Hartwell? Elle devait en engager une après le mariage. Monsieur Fairfax lui avait proposé de s'en occuper à l'avance, mais elle avait préféré attendre. Les aiguilles de Miss Marple cliquetèrent pensivement. Comme c'est intéressant, une jeune femme sur le point d'entrer dans une maison importante, mais qui choisissait de se passer d'aide personnelle. Cela suggère soit une indépendance admirable, soit peut-être. Elle fit une pause, laissant sa pensée se compléter silencieusement. Ou quoi, Miss Marple? Ou qu'elle préférait ne pas avoir quelqu'un à son service en permanence. Bien sûr, cela peut être tout à fait innocent. Beaucoup de jeunes femmes modernes dépendent moins des femmes de chambre personnelles que leur mère. Craddock vida sa tasse de thé et se leva. « Aimeriez-vous voir Green Acres, Miss Marple? Monsieur Fairfax vous a donné la permission de visiter les lieux. Disons qu'il a désespérément besoin d'informations. »« C'est très gentil, » dit Miss Marple en prenant ses gants. « Mais je suis certaine que je ne serai pas plus perspicace que votre excellent travail de police, inspecteur. Mais on ne sait jamais quel petit détail pourrait se présenter. » Green Acres possédait cette atmosphère particulière qui règne dans les maisons touchées par la tragédie. La marquise sur la pelouse pendait mollement dans l'air immobile, et les fenêtres semblaient te regarder d'un œil désapprobateur la perturbation de leur existence ordonnée. M. Edmund Fairfax les accueillit dans le hall d'entrée. C'était un homme grand, aux tempes grisonnantes, dont la posture suggérait des années passées à prendre des décisions importantes derrière un bureau important. Son visage portait les marques de l'insomnie, et ses yeux avaient un regard hanté que Miss Marple reconnaissait grâce à sa longue expérience. Le regard d'un homme dont le monde soigneusement construit s'était effondré sans avertissement. « Miss Marple » dit-il en lui tendant la main, avec une courtoisie automatique. « L'inspecteur Craddock vante vos capacités de perspicacité. J'avoue que je suis à bout de ressources. Véronica et moi étions parfaitement heureux. Je ne vois aucune raison pour laquelle elle serait partie, et si elle a été enlevée. » Sa voix se brisa légèrement. « Si quelqu'un lui a fait du mal, je ne me pardonnerai jamais de ne pas avoir su la protéger. »« Pourrions-nous voir sa chambre ?» suggéra doucement Miss Marple. La chambre à coucher orientale était exactement comme on pouvait s'y attendre pour une future mariée. Lumineuse et féminine, avec des murs couleur crème et de délicats rideaux à fleurs qui flottaient légèrement dans la brise provenant de la fenêtre encore ouverte. La robe de mariée dominait l'espace, suspendue à la porte de l'armoire comme une présence fantomatique. Des couches de soie ivoire et de dentelle belge, d'une confection exquise, manifestement coûteuse. Miss Marple s'en approcha lentement, examinant non pas la robe elle-même, mais ce qui l'entourait. Les chaussures soigneusement rangées en dessous, le collier de perles posé sur la coiffeuse, les mouchoirs monogrammés pliés dans leur tiroir. Tout était à sa place, dit Madame Bell depuis l'embrasure de la porte. C'était une femme robuste, aux cheveux gris acier, qui dégageait l'air compétent de quelqu'un habitué à gérer efficacement un ménage. Mademoiselle Hartwell était très attachée à l'ordre. Elle n'était pas pointilleuse, mais elle aimait que les choses soient bien rangées. Pourtant, elle est partie sans rien emporter, fit remarquer Miss Marple, en ouvrant l'armoire pour révéler des rangées de robes et de manteaux, tous soigneusement rangés. Pas même un manteau pour une nuit qui devait être plutôt fraîche. « C'est ce qui n'a aucun sens, » dit M. Fairfax, la voix rauque à cause de l'émotion qu'il réprimait. Si elle avait l'intention de partir, si elle avait changé d'avis au sujet du mariage, elle aurait sûrement emporté quelques affaires et laissé un mot, mais disparaître simplement en chemise de nuit. Il se dirigea vers la fenêtre et s'agrippa au cadre comme pour se retenir physiquement.
Je continue de penser qu'elle a dû voir ou entendre quelque chose qui l'a effrayée. Quelqu'un devait être là, dehors. Miss Marple s'approcha de la fenêtre et regarda en bas. En contrebas s'étendait le jardin, encore plongé dans l'ombre matinale, et au-delà, le chemin qui menait au village proprement dit. La hauteur était d'environ 4 mètres, ce qui était faisable pour une personne désespérée ou déterminée, mais guère confortable. Le sang se trouvait dans l'escalier arrière, demanda-t-elle. Oui, juste là. L'inspecteur Craddock désigna l'étroit escalier de service qui descendait depuis une porte adjacente à la chambre. La 3e marche en partant du bas, puis des traces à l'extérieur de la porte du jardin. Ils descendirent l'escalier en file indienne, Miss Marple se déplaçant avec une stabilité surprenante pour une femme de son âge. La tache sur la 3e marche avait pris une teinte brunâtre, mais sa présence était indéniable. Elle s'agenouilla à côté avec quelques difficultés, l'examina de près, puis continua jusqu'à la porte du jardin. Les dalles, à l'extérieur, portèrent des traces plus faibles, déjà partiellement effacées par la rosée du matin. Miss Marple se tenait dans l'embrasure de la porte, regardant le chemin du jardin, et son expression s'aiguisa. « Inspecteur, dit-elle doucement, diriez-vous que ces gouttes correspondent à quelqu'un qui descend les escaliers, puis marche sur les dalles ?» Craddock fronça les sourcils, étudiant le motif. « Eh bien, oui, je suppose. Même si nous avons envisagé la possibilité que quelqu'un l'ait blessé à l'intérieur, puis l'ait porté ou traîné dehors. Mais si tel était le cas, les traces de sang ne seraient-elles pas plus continues? Celles-ci semblent être des gouttes distinctes, espacées comme si... » Miss Marple marqua une pause. « Comme si quelqu'un marchait normalement, saignant d'une blessure mineure. Une coupure au pied, peut-être, acquiesça Craddock. Mais cela n'explique pas où mademoiselle Hartwell est allée après avoir quitté la maison. » Miss Marple ne dit rien, mais son regard s'était fixé sur quelque chose près du mur du jardin. Elle s'en approcha avec cette intensité particulière que Craddock avait appris à respecter, et s'agenouilla à côté d'un parterre de roses blanches. Une tige avait été cassée récemment, la cassure était nette et fraîche. Elle l'examina attentivement, puis leva les yeux vers le mur derrière. « Quelle hauteur diriez-vous que ce mur a, inspecteur ? » « 6 pieds, peut-être 7. » Et de l'autre côté, la ruelle qui mène au village. N'importe qui aurait pu passer par là. « Où s'en être allé ?» murmura Miss Marple. Elle se leva, épousseta ses gants et retourna vers la maison. Monsieur Fairfax était resté à l'intérieur, incapable de supporter la vue du jardin où sa fiancée avait peut-être trouvé la mort. Mais Madame Bell rôdait à proximité, l'air troublé. « Madame Bell, » dit doucement Miss Marple, « vous êtes la dernière personne à avoir vu mademoiselle Hartwell la veille de sa disparition. »« Oui, madame. Je lui ai apporté du lait chaud à 10 heures, comme elle me l'avait demandé. Elle était assise à sa coiffeuse, en train de se brosser les cheveux. Nous avons discuté un moment des derniers préparatifs pour le repas de noces. Et comment vous a-t-elle semblé ?» Madame Bell hésita, son sang-froid professionnel vacillant. « J'ai pensé... » « Elle m'a semblé nerveuse, madame, excitée, naturellement, mais aussi... » Elle chercha le mot. « Tendue. J'ai attribué cela à l'anxiété naturelle d'une mariée. A-t-elle dit quelque chose qui vous a semblé inhabituel ? Elle m'a demandé... » Madame Bell fit une nouvelle pause, fronçant les sourcils, comme si elle essayait de se souvenir des mots exacts. Elle m'a demandé si j'avais été heureuse dans mon mariage. Cela m'a semblé étrange, mais je lui ai répondu que oui, que mon défunt mari et moi avions été très heureux. Elle a souri, mais c'était un sourire triste. Puis elle m'a remercié pour le lait et m'a souhaité bonne nuit. Miss Marple écouta en silence. Autour d'eux, le jardin conservait sa beauté sereine, les roses blanches se balançant dans la brise, indifférentes à la tragédie humaine.
Mais une tige était restée cassée, ses pétales blancs éparpillés sur le sol, et Miss Marple se surprit à repenser à cette image alors qu'ils regagnaient la maison. À l'intérieur, ils trouvèrent M. Fairfax dans le salon en compagnie de 2 autres visiteurs. La première était une femme d'environ 35 ans, élégamment vêtue de noir, avec des cheveux foncés ramenés en arrière sur un visage pâle et intelligent. Le second était un homme plus jeune, blond et large d'épaules, qui se tenait près de la cheminée avec l'air mal à l'aise de quelqu'un qui n'est pas sûr d'être le bienvenu. « Miss Marple, je vous présente Madame Sylvia Carrington, » dit M. Fairfax, la voix lourde de l'effort qu'il faisait pour maintenir les convenances sociales. « Une vieille amie de ma défunte épouse, et M. David Hartwell, le cousin de Véronica. » Madame Carrington tendit la main avec un signe de tête gracieux. « Je suis venue dès que j'ai appris la nouvelle. Edmund, c'est absolument terrible. J'ai du mal à y croire. » « Nous avons tous du mal à y croire, » répondit M. Fairfax. David Hartwell changea de position, les mains enfoncées dans ses poches. « J'avais dit à Ronnie que ce mariage était précipité, » dit-il brusquement. « Je lui avais dit qu'elle te connaissait à peine, sans vouloir t'offenser, Fairfax, mais c'est la vérité. 6 mois, ce n'est pas suffisant pour connaître quelqu'un. »« David, je t'en prie, » dit Mme Carrington d'un ton sec. « Ce n'est pas le moment. Quand sera-t-il le moment? Ma cousine a disparu. Elle est peut-être en danger. Et nous faisons tous comme si tout allait pour le mieux, alors que tout le monde pouvait voir qu'elle était... » Il s'interrompit, réalisant apparemment qu'il en avait trop dit. « Elle était quoi, monsieur Hartwell ?» demanda l'inspecteur Craddock d'une voix faussement douce. David Hartwell soutint son regard, avec un mélange de défi et d'incertitude. Effrayé, finit-il par dire. La semaine dernière, quand je lui ai rendu visite, elle semblait effrayée. Je lui ai demandé ce qui n'allait pas, mais elle a ri et m'a répondu que c'était juste le stress du mariage. Mais je connais ma cousine, inspecteur. Ce n'était pas du stress, c'était de la peur. Cette déclaration resta suspendue dans l'air comme une accusation. M. Fairfax était devenu très pâle, mais lorsqu'il prit la parole, sa voix était maîtrisée. Si Véronica avait peur de quelque chose, elle ne m'en a jamais fait part. J'aurais remué ciel et terre pour la protéger de ce qui la troublait. Vraiment? Le ton de David Hartwell avait une pointe d'agressivité qui fit haleter Mme Carrington. « Je pense, » intervint doucement Miss Marple, que nous sommes tous quelque peu surexcités. Inspecteur Craddock, serait-il utile de parler à chacun individuellement? Parfois, les détails ressortent plus clairement dans une conversation en privé. Craddock saisit cette suggestion avec un soulagement évident et en quelques minutes organisa une série d'entretiens dans le bureau de M. Fairfax. Miss Marple, avec son accord tacite, s'assit tranquillement dans un coin avec son tricot, si discrète que les personnes interrogées semblaient oublier sa présence, ce qui était bien sûr exactement son intention. David Hartwell fut interrogé en premier. Sous le feu des questions méthodiques de Craddock, une image de Véronica Hartwell se dessina, qui contredisait celle d'une future mariée sereine. Selon son cousin, elle était devenue de plus en plus anxieuse au cours des semaines précédant le mariage. Elle lui avait téléphoné 3 fois au cours des 15 derniers jours, ce qui était inhabituel, car ils étaient amis mais pas particulièrement proches. Les conversations avaient été brèves et quelque peu décousues. Elle lui avait posé des questions sur la première femme de M. Fairfax, sur les circonstances de sa mort, lui demandant s'il pensait que 7 ans étaient suffisants pour faire son deuil. « Je pensais qu'elle avait des doutes normaux, » dit David Hartwell en passant ses mains dans ses cheveux dans un geste de frustration. Elle s'inquiétait de ne pas être à la hauteur de la mémoire de la première Madame Fairfax, ce genre de choses. Mais maintenant, mon Dieu, j'aurais dû la presser davantage. J'aurais dû insister pour qu'elle me dise ce qui la troublait vraiment. Vous avez dit qu'elle semblait effrayée, dit doucement Miss Marple
sans interrompre son tricot. « Pouvez-vous décrire comment cela se manifestait ?» Il se tourna vers elle, semblant la remarquer pour la première fois. Elle regardait sans cesse par-dessus son épaule. Littéralement. Nous marchions dans le jardin, ici, et plusieurs fois, elle a jeté un coup d'œil vers la maison, comme si elle s'attendait à voir quelque chose. Ou quelqu'un. Et avez-vous vu quelque chose? Non. Rien. Quand je lui en ai parlé, elle a ri et m'a dit qu'elle était idiote, que les vieilles maisons lui donnaient parfois des idées étranges. Il se pencha en avant, les coudes posés sur les genoux. Mais Ronnie n'était pas du genre fantaisiste, Miss Marple. Elle était pragmatique, sensée. Si quelque chose l'effrayait, c'était pour une bonne raison. Lorsque David Hartwell eut pris congé, Madame Sylvia Carrington prit sa place. Elle s'installa dans le fauteuil, avec une élégance naturelle, sa robe noire soulignant son teint pâle et les ombres sous ses yeux. Je connaissais Eleanor Fairfax, la première femme d'Edmund, depuis l'école, expliqua-t-elle en réponse aux premières questions de Craddock. Nous sommes restés des amis proches jusqu'à sa mort. Ce fut une terrible tragédie. Elle a été désarçonnée de son cheval lors d'une promenade matinale. L'animal avait été effrayé par quelque chose, un chien, je crois, et s'était emballé. Eleanor était une excellente cavalière, mais même les plus habiles peuvent être désarçonnés dans de telles circonstances. Vous êtes resté ami avec M. Fairfax? Oui, naturellement. Je voulais le soutenir dans son chagrin. Je savais à quel point il était dévoué à Eleanor. Sa voix mettait étrangement l'accent sur le passé. Je devrais dire « est ». On ne cesse jamais d'aimer, n'est-ce pas? On apprend simplement à vivre avec l'absence. Que pensiez-vous de ses fiançailles avec Mlle Hartwell? Les mains de Mme Carrington se crispèrent légèrement sur ses genoux. Je trouvais cela précipité. Edmund n'est plus tout jeune, et le chagrin peut rendre vulnérable à... Elle marqua une pause, choisissant ses mots avec un soin visible. À l'apparence du bonheur, plutôt qu'à sa substance. Vous n'approuviez pas. Je n'ai pas dit cela, inspecteur. J'ai simplement fait remarquer que 6 mois, c'était très court pour un homme de l'âge et de la position d'Edmund. Mais il semblait sincèrement attaché à Mademoiselle Hartwell, et j'espérais... Sa voix se brisa. J'espérais qu'il trouverait le bonheur. Les aiguilles de Miss Marple cliquetaient doucement dans le silence qui suivit. « Madame Carrington, dit-elle gentiment, connaissiez-vous bien Mademoiselle Hartwell? » Pas particulièrement. Je l'ai rencontrée à quelques occasions lorsqu'Edmund l'a amenée dîner. Elle était assez agréable, très belle certes, mais nous avions peu de choses en commun. Et pourtant, vous êtes venu ici aujourd'hui. Le regard de Madame Carrington s'aiguisa. Je suis venu soutenir Edmund dans cette période difficile. J'aurais fait la même chose pour n'importe quel vieil ami. Bien sûr, murmura Miss Marple. C'est très gentil de votre part. Cela me rappelle Madame Bantry, qui se faisait toujours un devoir de rendre visite à tous les villageois qui avaient connu un malheur. Je me souviens toutefois qu'elle était particulièrement attentive aux anciens camarades d'armes du colonel Bantry, ce qui était naturel compte tenu de leur histoire commune. L'insinuation resta délicatement en suspens. Madame Carrington se leva, son sang-froid intact, mais les joues légèrement rougies. « S'il n'y a rien d'autre, inspecteur, je vais retourner auprès de M. Fairfax. Il ne devrait pas rester seul dans un moment pareil. » Une fois qu'elle fut partie, Craddock se tourna vers Miss Marple en haussant les sourcils. « Vous pensez que Madame Carrington a des sentiments pour Fairfax ?»« Je pense, » répondit Miss Marple avec prudence, « que 7 ans d'amitié dévouée après le décès d'un conjoint, c'est très long pour maintenir une relation aussi étroite, à moins d'avoir des raisons particulières de le faire. Mais cela ne nous apprend rien, bien sûr, sur la disparition de Mademoiselle Hartwell. » L'entretien avec Madame Bell n'apporta guère plus d'informations
que ce qu'il savait déjà. Elle avait fidèlement servi M. Fairfax pendant 15 ans, appréciait beaucoup Mademoiselle Hartwell et n'avait rien remarqué de suspect, à part la nervosité naturelle de la jeune mariée. Martha Prior, la femme de chambre, était trop effrayée et incapable de s'exprimer pour fournir autre chose que la confirmation qu'elle n'avait rien entendu d'inhabituel la nuit de la disparition. Thomas Webb, l'homme à tout faire, était plus intéressant. C'était un homme buriné, avec les manières prudentes de quelqu'un qui avait appris à garder ses opinions pour lui, et il répondait aux questions de Craddock avec le minimum de détails. « Je m'occupe du terrain, je conduis M. Fairfax quand c'est nécessaire, et je fais les réparations dans la maison, » dit-il. « Je suis ici depuis que M. Fairfax a acheté la propriété il y a 3 mois. Vous ne saviez rien de M. Fairfax avant de venir ici. Seulement ce que m'avait dit l'agence pour l'emploi. Cela semblait être un poste respectable, avec un bon salaire. J'étais sans emploi depuis 6 mois, vu la situation économique. J'étais donc reconnaissant de cette opportunité. Aviez-vous beaucoup de contacts avec Mademoiselle Hartwell? Presque pas. Elle restait principalement à la maison. Je l'ai conduite au village quelquefois pour faire des courses. Et comment vous est-elle apparue à ces occasions? Le visage buriné de Webb se plissa dans une expression pensive. Calme, polie mais distante. Pas hostile, remarquez, juste réservée. Avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel dans cette maison? Longue pause. Rien d'inhabituel, à proprement parler. Mais il y avait une tension, si vous voyez ce que je veux dire. Le genre de tension que l'on ressent avant un orage. Rien de précis, juste une atmosphère. Miss Marple posa son tricot. « Monsieur Webb, la nuit où Mademoiselle Hartwell a disparu, où dormiez-vous » ? « Dans mes quartiers, au-dessus du garage, madame. Petit mais confortable. » « Et vous n'avez rien entendu? Rien vu? » ?»« J'ai le sommeil profond, madame. Une fois endormi, il en faut beaucoup pour me réveiller. » Une fois Webb congédié, Miss Marple et l'inspecteur Craddock restèrent assis, en silence pendant un moment, digérant ce qu'ils venèrent d'apprendre. Finalement, Craddock prit la parole. « Nous avons donc une mariée nerveuse qui a peut-être été effrayée par quelque chose, une gouvernante dévouée qui n'a rien remarqué, une femme de chambre trop timide pour être utile, un homme à tout faire qui dort comme une souche, un cousin qui pense que le mariage était une mauvaise idée, et un ami de la famille qui est peut-être un peu trop dévoué au veuf en deuil. Ce n'est pas vraiment éclairant. » « Au contraire, » dit Miss Marple en reprenant son tricot avec une nouvelle détermination. « Je trouve cela très éclairant, en effet. Vous voyez, inspecteur, je commence à penser que Mademoiselle Hartwell n'est pas du tout sortie par cette fenêtre. » Craddock la fixa du regard. « Mais la fenêtre ouverte, les traces de sang, cela aurait pu être mis en scène, » dit calmement Miss Marple. « Réfléchissez, une jeune femme très ordonnée s'enfuit soudainement en chemise de nuit sans même prendre un manteau ou de bonnes chaussures. Elle laisse derrière elle des bijoux de valeur et toutes ses possessions, et elle parvient à se couper juste assez pour laisser des traces de sang, mais pas assez pour entraver sa fuite. Cela me rappelle l'époque où la femme de chambre de Madame Bantry affirmait avoir vu un fantôme dans le couloir à l'étage. Mais il s'est avéré qu'elle avait elle-même arrangé toutes les preuves parce qu'elle voulait quitter son poste sans perdre ses références. Vous pensez que c'est une mise en scène? Je pense, dit Miss Marple avec prudence, que nous devrions nous demander qui profite de la disparition de Mademoiselle Hartwell et qui avait à la fois l'occasion et la connaissance de la maison pour organiser une telle mise en scène. Craddock se pencha en avant, l'air concentré. « Vous soupçonnez quelqu'un dans la maisonnée. »« Je soupçonne, » répondit Miss Marple, « que la vérité réside dans la compréhension de ce dont Mademoiselle Hartwell avait vraiment peur. Et je crois... » Elle marqua une pause, le regard distant. « Je crois que Madame Bell en sait plus qu'elle ne nous a dit. » Cette théorie s'enracina dans l'esprit de Miss Marple au cours des jours suivants avec une conviction croissante.
Madame Bell était au service de M. Fairfax depuis 15 ans, depuis son premier mariage, depuis la mort de sa femme, depuis sa période de deuil. Elle devait connaître Eleanor Fairfax intimement. Elle avait dû gérer la maison pendant cette tragédie. Elle avait dû voir tout ce qui s'était passé. Et maintenant, avec l'arrivée d'une nouvelle épouse dans la maison, qui la déplaçait de sa position d'autorité de confiance. Oui, pensa Miss Marple, il y avait là une histoire. Elle l'avait déjà vue auparavant, sous différentes formes. La servante dévouée qui s'investit trop dans la vie de son maître, qui considère tout changement comme une menace, Mais ce raisonnement menait à une conclusion sombre. Si Madame Bell avait fait du mal à Mademoiselle Hartwell par un sens tordu de la protection de la maison de M. Fairfax, où était le corps? Comment s'en était-elle débarrassée? La femme avait 60 ans, elle était solidement bâtie, mais elle était difficilement capable de transporter le cadavre d'une jeune femme sur une longue distance. À moins qu'elle n'ait eu de l'aide. Thomas Webb, l'homme à tout faire au sommeil profond et récemment embauché. Et si lui et Madame Bell travaillaient ensemble? Cela semblait tiré par les cheveux, mais Miss Marple avait appris depuis longtemps que l'improbable n'était souvent que la vérité déguisée. Elle partagea cette théorie avec l'inspecteur Craddock lors de sa prochaine visite à son cottage. Il l'écouta avec l'attention respectueuse qu'il avait appris à accorder à ses observations. Mais son expression était troublée. « C'est possible », admit-il. « Nous avons mené des enquêtes sur le passé de Webb. Il y a des lacunes dans son parcours professionnel, des périodes inexpliquées, et Madame Bell, malgré ses excellentes références, n'a ni famille ni relations proches en dehors de la maison. Elle a consacré sa vie au service. Parfois, dit calmement Miss Marple, le dévouement peut se transformer en quelque chose de plus sombre, en obsession même. Si elle considérait Mademoiselle Hartwell comme une intruse, une menace pour le foyer qu'elle avait si parfaitement entretenu. Cela lui donne un mobile, acquiesça Craddock. Mais nous avons besoin de preuves. J'ai obtenu l'autorisation de fouiller le terrain de manière plus approfondie. Si le corps de Mademoiselle Hartwell est enterré quelque part sur la propriété. Il ne termina pas sa phrase. Ils comprirent tous deux ce qu'il voulait dire. Les recherches commencèrent, le lendemain matin. Une équipe de policiers examinant méthodiquement chaque centimètre carré du domaine de Greenacre. Miss Marple, qui était officiellement venue se réconforter M. Fairfax, se plaça à un endroit d'où elle pouvait observer les réactions des membres de la maisonnée. Madame Bell s'acquittait de ses tâches avec une détermination sinistre, le visage marqué par des rides de désapprobation face à cette intrusion dans son domaine. Lorsque Miss Marple la croisa dans le hall, la gouvernante perdit légèrement son sang-froid. « C'est indécent », dit-elle d'une voix basse et dure. « Traiter cette maison comme une scène de crime, creuser dans les jardins, piétiner des pièces où ils n'ont rien à faire. Monsieur Fairfax est hors de lui. »« Je suis sûre que c'est très pénible, » répondit gentiment Miss Marple. « Mais si Mademoiselle Hartwell a subi un préjudice, la recherche de la vérité vaut certainement bien quelques perturbations temporaires, non? Si elle a subi un préjudice, ce n'est pas le fait de cette maison, » dit Madame Bell d'un ton sec. « Je ne tolérerai pas qu'on suggère que l'un d'entre nous... » Elle s'interrompit, serrant les lèvres. « J'ai servi M. Fairfax fidèlement pendant 15 ans. 15 ans. Et maintenant, on me soupçonne de... » Une fois de plus, elle ne put terminer sa phrase. « Personne ne vous accuse de quoi que ce soit, Madame Bell, » dit Miss Marple, même si, bien sûr, ce n'était pas tout à fait vrai. Elle-même le faisait, ne serait-ce que dans son esprit. Mais vous devez admettre que les circonstances sont très suspectes. Une jeune femme disparaît d'une maison fermée à clé. La maison n'était pas fermée à clé. Cette fenêtre était ouverte. « Oui, » dit Miss Marple d'un air pensif. « La fenêtre... Dites-moi, Madame Bell, Mademoiselle Hartwell dormait-elle souvent avec sa fenêtre ouverte ?» Madame Bell hésita. « Je ne sais pas.
Je ne m'occupais d'elle que la nuit, sauf pour lui apporter du lait chaud. Mais dans le cadre de vos fonctions, vous avez sûrement dû remarquer quelque chose. L'air du matin qui entrait, les rideaux agités par la brise. La fenêtre était généralement fermée, admit Madame Bell, à contre-cœur. Mademoiselle Hartwell se plaignait du froid. Elle venait de Londres et n'était pas habituée à l'air de la campagne. Comme c'est intéressant, donc, la nuit où elle disparaît, elle décide soudainement de dormir la fenêtre grande ouverte, malgré sa préférence habituelle pour la chaleur. Le ton de Miss Marple était doux, mais son regard était perçant. Cela semble plutôt significatif, n'est-ce pas? Le visage de Madame Bell pâlit. Je ne sais pas ce que vous insinuez. Je n'insinue rien, dit Miss Marple. Je fais simplement une observation. Les observations peuvent être très éclairantes. Vous ne trouvez pas? Un peu comme cette fois-là, au village, lorsque les cuillères en argent de Madame Potter ont disparu et que tout le monde était convaincu que c'était la nouvelle aide cuisinière, mais qu'il s'est avéré que c'était le neveu de Madame Potter lui-même, qui avait mis en scène un vol pour couvrir ses dettes de jeu. La fenêtre laissée ouverte, le suspect évident, les traces de preuves. Tout cela n'était qu'une mise en scène. Madame Bell la fixa du regard, une lueur de peur dans les yeux. Puis elle se détourna brusquement et s'éloigna, ses pas résonnant sur le sol ciré. Miss Marple la regarda partir, sa conviction se renforçant. Oui, Madame Bell était impliquée. La question était de savoir à quel point et si Thomas Webb était son complice. Elle trouva le jardinier dans le jardin, en train de tailler les haies, mais observant clairement les recherches de la police avec une attention méfiante. Lorsque Miss Marple s'approcha, il se redressa, l'air méfiant. « C'est terrible, » dit-elle en s'arrêtant à côté de lui. « Vous devez être très inquiet. »« Oui, madame, tout le monde est bouleversé. Vous êtes ici depuis 3 mois, monsieur Webb. Trouvez-vous que la maisonnée était harmonieuse avant cette tragédie ?» Il serra les mâchoires. « Je m'occupe de mes affaires, madame. Je fais mon travail, je reste discret. C'est très sage. Mais j'imagine qu'il est difficile de ne pas remarquer certaines choses dans un espace aussi confiné. Par exemple, avez-vous remarqué si mademoiselle Hartwell et madame Bell s'entendaient bien ?» Les mains de Webb s'immobilisèrent sur le sécateur. Elles étaient assez cordiales, sans plus. Aucune tension entre elles. Je ne dirais pas exactement tension. Mais madame Bell, elle est ici depuis longtemps. Elle a ses habitudes. L'arrivée d'une nouvelle maîtresse qui veut que les choses soient faites différemment. Il y a forcément des ajustements à faire. Mademoiselle Hartwell voulait-elle que les choses soient faites différemment? Elle a mentionné quelques changements qu'elle prévoyait d'apporter. Après le mariage, par exemple. De nouveaux rideaux pour le salon, redécorer la salle à manger. Madame Bell n'a fait aucun commentaire, mais je voyais bien qu'elle n'était pas contente. Miss Marple enregistra cette information, l'ajoutant à sa compréhension grandissante de la dynamique familiale. « Monsieur Webb, pardonnez ma franchise, mais vous avez dit que vous aviez le sommeil très profond. Pourtant, vos quartiers se trouvent au-dessus du garage, qui est assez proche de la porte du jardin. Êtes-vous certain de n'avoir rien entendu la nuit où mademoiselle Hartwell a disparu? » Son visage buriné resta impassible. « Rien, madame. J'avais eu une longue journée de travail. J'ai dormi comme une souche. Comme un bienheureux. » répéta doucement Miss Marple. Quel malheureux choix de mots. Quelque chose passa dans son regard. De la peur, de la culpabilité. Mais avant qu'il n'ait pu répondre, l'inspecteur Craddock apparut à la porte du jardin, l'air sombre. « Miss Marple, puis-je vous parler ?» Elle s'excusa auprès de Webb et rejoignit l'inspecteur. Il la tira à l'écart et lui parla à voix basse. « Nous avons trouvé quelque chose, dans le vieux puits situé au fond du terrain, celui qui était censé avoir été comblé il y a des années. » Le cœur de Miss Marple se serra. « Mademoiselle Hartwell !»
Nous n'avons encore rien récupéré. Il est profond et partiellement effondré. Mais il y a... Il hésita. Il y a du tissu accroché aux pierres à environ 5 mètres de profondeur. Du tissu blanc, comme une chemise de nuit. Et il déglutit. Et ce qui semble être des cheveux. Le soleil de l'après-midi sembla soudainement froid. Miss Marple ferma brièvement les yeux, pensant à la robe de mariée blanche, suspendue dans son papier de soie, attendant une mariée qui ne la porterait jamais. 2 vêtements blancs désormais, symbole d'une innocence détruite. « Madame Bell, dit-elle doucement. Elle devait être au courant pour le puits. Elle savait qu'il était là, accessible, caché. Nous allons l'interroger, confirma Craddock. Et Webb aussi, s'ils ont travaillé ensemble. Mais avant qu'il n'ait pu terminer, une agitation éclata dans la maison. Ils se retournèrent et virent Thomas Webb courir vers le garage. Madame Bell protestait vivement et M. Fairfax sortir de la porte d'entrée, l'air confus. « Arrêtez-le !» cria Craddock, et 2 agents se lancèrent à la poursuite de Webb. Mais le bricoleur était étonnamment rapide. Il atteignit le garage et ils entendirent un moteur vrombir. La voiture jaillit des portes du garage, renversant les agents sur le côté, et dévala l'allée en direction de la route du village. « Fuite en avant !» dit Craddock d'un ton sinistre. « C'est aussi bien qu'un aveu. Poursuivez-le !» En quelques minutes, 3 véhicules de police se lancèrent à la poursuite de Webb, sirènes hurlantes, tandis que Miss Marple et les agents restants sécurisaient les lieux. Madame Bell s'était effondrée sur une chaise dans le hall d'entrée, le visage gris, les mains tremblantes. « Je ne savais rien », répétait-elle sans cesse. « Je ne savais rien. Il m'a dit que tout était arrangé, qu'elle serait partie et que personne ne saurait jamais. » Elle s'interrompit, semblant réaliser qu'elle en avait trop dit. « Que vous a dit M. Webb, Madame Bell ?» demanda gentiment Miss Marple en s'asseyant à côté d'elle. La gouvernante la regarda avec des yeux désespérés. « Il a dit que mademoiselle Hartwell devait partir, qu'elle ne convenait pas à M. Fairfax, qu'elle en avait après son argent. Il a dit qu'il s'en occuperait, qu'il ferait croire qu'elle s'était enfuie, et que M. Fairfax se rendrait alors compte qu'il était mieux sans elle. » Des larmes commencèrent à couler sur ses joues purinées. « Je ne pensais pas qu'il voulait dire. Je n'aurais jamais pensé qu'il allait vraiment. »« La tuer ?» termina doucement Miss Marple. Les sanglots de Madame Bell suffirent à répondre. Tout s'expliquait avec une terrible clarté. Madame Bell, dévouée à son employeur depuis 15 ans, voyait ce mariage comme une menace pour le ménage qu'elle avait si parfaitement géré. Thomas Webb, conscient de son inquiétude, lui avait proposé une solution, peut-être dans le but initial de faire fuir mademoiselle Hartwell, mais qui avait dégénéré en meurtre. La fenêtre ouverte avait été mise en scène pour suggérer une fuite. Les traces de sang avaient été créées pour ajouter de la crédibilité. Et le corps de mademoiselle Hartwell avait été caché dans le vieux puits où il n'aurait peut-être jamais été retrouvé sans les recherches minutieuses de la police. Miss Marple s'assit avec Madame Bell pendant qu'elles attendaient des nouvelles de la poursuite. La gouvernante s'était effondrée sous le choc et avait avoué que Webb lui avait parlé de son projet de s'occuper de mademoiselle Hartwell, mais elle affirmait, peut-être sincèrement, peut-être pas, qu'elle n'avait pas compris qu'il avait l'intention de tuer la jeune femme. Elle avait cru qu'il allait simplement lui faire peur pour qu'elle annule le mariage. « Il a dit qu'elle avait posé des questions, » murmura Madame Bell, « à propos de la première femme de M. Fairfax, à propos de l'accident d'équitation. Il a dit qu'elle était méfiante, qu'elle risquait de causer des problèmes. » « Méfiante à propos de quoi ?» demanda Miss Marple. « Je ne sais pas. Il n'a pas voulu le dire. Mais il semblait... » Elle s'interrompit, cherchant ses mots. Il semblait en colère quand il en parlait. Plus qu'en colère. Désespéré. 1 heure plus tard,
La nouvelle tomba. Thomas Webb avait été appréhendé sur la route de Londres après une brève poursuite. Sa voiture avait percuté une clôture et il avait tenté de s'enfuir à pied, mais il avait été rattrapé par la police. Il était ramené à Greenacre sous bonne garde. Miss Marple éprouva un sentiment de triste satisfaction. Le mystère avait été résolu grâce à une déduction logique et à l'observation de la nature humaine. La jalousie anxieuse de Madame Bell, la volonté de Thomas Webb de commettre un meurtre pour protéger son emploi et peut-être s'attirer les faveurs de la gouvernante. C'était une histoire vieille comme le monde, habillée des détails particuliers de ce village anglais. Et pourtant, quelque chose la troublait, la titillait au fond de sa conscience comme un nom oublié. Elle pensa aux roses blanches, dont une tige était cassée, à la robe de mariée suspendue dans son papier de soie, à la traînée de sang si commodément placée, au puits, comblé depuis des années, mais accessible à quelqu'un qui savait qu'il était là. Elle réfléchissait encore à tout cela lorsque Thomas Webb fut amené dans la maison, menottes au poignet, le visage meurtri par l'accident, le regard hagard. L'inspecteur Craddock commença l'interrogatoire officiel et Miss Marple, autorisée à observer, s'assit avec son tricot dans son coin habituel. Webb nia tout au début, comme le font généralement les coupables. Mais face aux aveux partiels et larmoyants de Madame Bell et à la preuve de sa fuite, sa résistance commença à s'effriter. Il fallait l'arrêter, dit-il finalement, la voix rauque. Elle savait, elle avait compris d'une manière ou d'une autre, et elle allait tout raconter. « Raconter quoi ?» demanda Craddock. Le visage de Webb se tordit dans une expression entre la peur et le défi. À propos de la première Madame Fairfax, à propos de ce qui s'est réellement passé. Le silence se fit dans la pièce. « L'accident d'équitation », dit doucement Miss Marple, interrompant son ouvrage. « Ce n'était pas un accident, n'est-ce pas ?» Webb eut un rire amer. « Un accident, c'est ce que tout le monde a cru. Un cheval effrayé, une chute tragique. Mais j'étais là, j'ai vu ce qui s'est passé. Vous travailliez à la résidence des Fairfax à Londres il y a 7 ans ?» demanda Craddock d'un ton sec. « Je ne travaillais pas vraiment. Je faisais des petits boulots dans le quartier. J'étais là ce matin-là, quand Madame Fairfax est partie faire sa promenade. J'ai vu... » Il s'interrompit, le visage déformé par la douleur. « Qu'avez-vous vu ?» demanda doucement Miss Marple. « Le cheval ne s'est pas effrayé tout seul. Quelqu'un l'a effrayé, délibérément. Il a surgi de derrière un arbre, agitant un manteau et criant. Le cheval s'est emballé, Madame Fairfax a été désarçonnée et... » Il déglutit. « Et cette personne l'a regardée mourir. Elle est restée là à la regarder, puis elle est partie. »« Qui ?» La voix de Craddock était tranchante comme une lame. « Qui avez-vous vu ?» Mais avant que Webb n'ait pu répondre, la porte s'ouvrit brusquement et M. Edmund Fairfax entra, le visage déformé par la rage. « Comment osez-vous répandre de tels mensonges sur la mort de ma femme ? Comment osez-vous ? » « Ce n'est pas un mensonge, » rétorqua Webb. « J'ai vu ce que j'ai vu. Et quand mademoiselle Hartwell a commencé à poser des questions sur cette journée, sur l'endroit où se trouvaient les autres, sur les circonstances, j'ai su qu'elle avait compris elle aussi. » Craddock s'empressa de retenir Fairfax, qui semblait prêt à s'en prendre physiquement à Webb. Dans l'agitation qui suivit, l'esprit de Miss Marple fonctionna avec une clarté soudaine et terrible. Les roses blanches brisées, la robe de mariée jamais portée, la peur grandissante de mademoiselle Hartwell, ces questions sur la mort de la première femme, et madame Sylvia Carrington, amie dévouée, qui était restée proche d'Edmund Fairfax pendant 7 ans après la mort de sa femme. Madame Carrington, qui avait trouvé ses fiançailles précipitées. Madame Carrington, qui était à Greenacre le lendemain de la disparition de mademoiselle Hartwell, attentionnée et réconfortante. Madame Carrington, qui aimait Eleanor Fairfax depuis l'école.
qui était resté dévoué à Edmund Fairfax pendant son deuil, qui avait peut-être tué sa première femme pour libérer l'homme qu'elle aimait, pour le voir, 7 ans plus tard, se préparer à épouser quelqu'un d'autre. « Inspecteur, » dit Miss Marple d'un ton pressant, coupant court au chaos. « Où est Madame Sylvia Carrington ?» Craddock se tourna vers elle, surpris. « Elle est partie il y a environ 1 heure. Elle a dit qu'elle devait rentrer chez elle. »« Vous devez la retrouver, » dit Miss Marple en se levant de sa chaise, son tricot serré dans ses mains. « J'ai été stupide, terriblement stupide et dangereuse. Nous avons suivi une piste complètement erronée. » « Que voulez-vous dire ? » ?»« Thomas Webb n'a pas tué mademoiselle Hartwell, » dit Miss Marple, la voix tremblante sous le coup de sa prise de conscience. « Il n'aurait pas pu, car tout ce qu'il nous a dit est logique, à l'exception d'un détail crucial. Pourquoi aurait-il mis en scène une fuite élaborée par la fenêtre s'il l'avait réellement tuée ? Pourquoi créer une traînée de sang suggérant une fuite alors qu'il aurait pu simplement faire disparaître son corps dans le puits sans laisser penser qu'elle avait quitté sa chambre ? Craddock la fixa du regard. « Alors qui ? » ?»« Quelqu'un qui avait besoin que nous croyions que mademoiselle Hartwell avait quitté la maison de son plein gré. Quelqu'un qui connaissait l'existence du puits, mais qui savait aussi que nous finirions par fouiller le terrain et y trouver des preuves. Quelqu'un qui avait besoin de temps, le temps de s'assurer que lorsque nous trouverions un corps, nous chercherions les mauvais suspects. Mais le tissu dans le puits, les cheveux, ne sont peut-être pas du tout ceux de mademoiselle Hartwell, dit Miss Marple d'un ton sombre. Ou peut-être s'agit-il d'une preuve placée là après coup. Inspecteur, lorsque madame Carrington est venue hier, elle était vêtue de noir. Un manteau noir, je crois. Oui, je m'en souviens. Et elle était seule ici avec le personnel pendant que nous menions les interrogatoires. Elle aurait pu accéder à n'importe quelle pièce, y compris celle de mademoiselle Hartwell. Elle aurait pu prendre des objets, une chemise de nuit, une brosse avec des cheveux, et les placer dans le puits pendant que tout le monde avait les yeux rivés ailleurs. Cette prise de conscience se répandit dans la pièce comme une vague de froid. Webb avait cessé de crier. Même Fairfax était resté immobile, le visage décoloré. « Sylvia » murmura-t-il. « Non, c'est impossible. C'était l'amie d'Éléanore. Elle a été... » Sa voix se brisa. « Elle a été mon point d'ancrage pendant ces 7 dernières années. »« Peut-être, » dit doucement Miss Marple. « Est-ce précisément pour cette raison ? Monsieur Fairfax, votre première femme vous a-t-elle jamais fait part de ses inquiétudes concernant l'attachement que madame Carrington vous portait ?» Il s'effondra dans un fauteuil, le visage blême. « Éléanore, elle en plaisantait parfois. Elle disait que Sylvia était à moitié amoureuse de moi. Mais je n'ai jamais pensé... » Il leva les yeux, l'horreur se lisant dans son regard. « Le matin de l'accident, Sylvia avait passé la nuit chez nous. Elle le faisait souvent. Elle est partie tôt, disant qu'elle avait un rendez-vous en ville. Mais si elle était allée sur le chemin d'équitation, avait attendu... » « Elle connaissait les habitudes de votre femme, » dit Miss Marple. « Elle savait exactement où et quand mettre en scène l'accident. Et 7 ans plus tard, lorsque vous avez annoncé vos fiançailles avec mademoiselle Hartwell, elle aurait vu son sacrifice, son crime, perdre tout son sens. »« Mais mademoiselle Hartwell, » intervint Craddock, « où est-elle ? Si madame Carrington l'a tuée, elle n'est peut-être pas morte, » dit Miss Marple, et pour la première fois dans cette conversation, l'espoir se fit entendre dans sa voix. « Réfléchissez. Madame Carrington est intelligente, cultivée, peu encline à la violence si elle peut l'éviter. Le premier meurtre a été maquillé en accident. Celui-ci a été mis en scène pour ressembler à une disparition. Et si mademoiselle Hartwell était retenue quelque part, emprisonnée jusqu'à ce que madame Carrington puisse s'assurer que les soupçons pèsent entièrement sur Webb et madame Bell, afin que personne ne se tourne vers elle ? » Craddock se dirigeait déjà vers le téléphone. «
Je vais demander à tous les agents du comté de rechercher Madame Carrington. Elle conduit une Morris noire, immatriculée. Il feuilletait ses notes. « Inspecteur » l'interrompit Miss Marple. « Où habite Madame Carrington ?»« À Elmwood House, à environ 8 kilomètres d'ici. Mais elle possède également un appartement à Londres. » L'ancienne propriété des Hartley, intervint M. Fairfax en levant la tête. Elmwood House était autrefois le domaine des Hartley. Il s'interrompit, les yeux écarquillés. Il y a une ancienne glacière, dans le parc, construite en pierre, à moitié souterraine, accessible par une porte verrouillée. Eleanor et moi, nous y jouions quand nous étions enfants. Et Madame Carrington le saurait, dit Miss Marple. Inspecteur, je suggère de ne pas attendre les agents. Nous devrions y aller maintenant. Le trajet jusqu'à Elmwood House dura 15 minutes, qui semblèrent durer des heures. Miss Marple était assise dans la voiture de police avec l'inspecteur Craddock, les mains serrées sur ses genoux, priant pour que son revirement soudain ne soit pas une nouvelle erreur. Thomas Webb était assis menotté sur la banquette arrière. Sa présence était nécessaire, car lui seul pouvait identifier Madame Carrington comme la personne qu'il avait vue tuer Eleanor Fairfax, bien que Miss Marple ait remarqué avec intérêt qu'il avait été opportunément interrompu avant de la nommer explicitement. Peut-être avait-il été épargné parce que Madame Carrington l'avait payé pour garder le silence pendant toutes ces années. Et il avait maintenu ce silence complice jusqu'à ce que les questions de Mademoiselle Hartwell menacent de les exposer tous les deux. Elmwood House était un élégant manoir Tudor situé dans un vaste domaine. La Morris noire de Madame Carrington était garée dans l'allée. Elle était chez elle. Craddock déploya ses agents autour du périmètre, tandis que lui et Miss Marple s'approchèrent de la porte d'entrée. Madame Carrington elle-même répondit à la sonnette, son élégant sang-froid intact. « Inspecteur Craddock, Miss Marple, quelle surprise !» Elle s'interrompit, son regard se posant sur les véhicules de police et les agents qui prenaient ma position. Son visage se durcit. « Je vois. »« Madame Carrington, » dit Craddock d'un ton formel, « j'ai un mandat pour perquisitionner votre propriété dans le cadre de la disparition de mademoiselle Veronica Hartwell. » Vraiment ? Sa voix était froide, maîtrisée. « Quelle diligence de votre part ! Je crains que vous ne trouviez rien ici qui vous intéresse. » « La glacière, Madame Carrington, » dit calmement Miss Marple. « Où est la clé ?» Quelque chose passa dans les yeux sombres de la femme. Peur, fureur, calcul. « Je ne vois pas ce que vous voulez dire. »« Je pense que si. Mademoiselle Hartwell est emprisonnée là-bas depuis la nuit de sa disparition. N'est-ce pas? Vous l'avez emmenée d'une manière ou d'une autre. Vous l'avez peut-être droguée ou attirée dehors sous un prétexte quelconque. Et vous l'avez gardée là-bas tout en dirigeant systématiquement les soupçons vers Madame Bell et Thomas Webb. Mais vous avez commis une erreur cruciale. Vous avez trop bien mis en scène la scène. La fenêtre ouverte, les traces de sang bien placées, le puits avec les preuves plantées là, c'était trop parfait, trop théâtral. Les vrais crimes sont plus chaotiques, Madame Carrington. La panique réelle ne laisse pas d'indices aussi soigneusement construits. Le visage de Madame Carrington était devenu livide, mais sa voix restait calme. « Vous êtes complètement folle. Pourquoi aurais-je fait du mal à Mademoiselle Hartwell? Je la connaissais à peine. Parce qu'il y a 7 ans, vous avez tué Eleanor Fairfax pour libérer l'homme que vous aimiez, » répondit Miss Marple d'une voix douce mais implacable. « Vous avez attendu la fin de son deuil, vous l'avez soutenu dans son chagrin, croyant peut-être qu'il finirait par se tourner vers vous. Mais au lieu de cela, il est tombé amoureux d'une autre. Et tout votre terrible sacrifice, tout votre crime sont devenus inutiles. Prouvez-le, » dit Madame Carrington, et à ce moment-là, son sang-froid se brisa, révélant le désespoir qui se cachait derrière. « Prouvez-le. Thomas Webb vous a vu le matin de la mort d'Eleanor Fairfax.
dit Craddock. « Il est prêt à témoigner. » Madame Carrington éclata d'un rire amer. « Webb, un simple ouvrier avec un casier judiciaire? Vous pensez qu'un jury le croira plutôt que moi? »« Peut-être pas seul, » dit Miss Marple, « mais combiné avec la preuve de l'emprisonnement de mademoiselle Hartwell, avec le tissu et les cheveux que vous avez placés dans le puits et qui ne correspondront pas à la victime lorsque nous les examinerons correctement, avec votre présence à Greenacre au moment crucial où ces objets ont été placés. Oui, Madame Carrington, je pense qu'un jury croira au poids des preuves. » Pendant un long moment, Madame Carrington resta figée. Puis, dans un mouvement si soudain qu'il les prit par surprise, elle se retourna et se mit à courir, non pas vers un véhicule, mais vers le parc, vers l'ancienne glacière. Les agents la poursuivirent, mais elle avait une longueur d'avance et atteignit la structure en pierre avant qu'ils ne puissent l'intercepter. Elle ouvrit la porte à la volée avec une clé qu'elle sortit de sa poche et disparut à l'intérieur. « Mademoiselle Hartwell !» cria Craddock en courant après elle, suivi de Miss Marple qui le suivait aussi vite que ses jambes âgées le lui permettaient. « Mademoiselle Hartwell, si vous êtes là !» C'est alors qu'ils l'entendirent, un cri étouffé, faible mais indubitable. Puis la voix aiguë et désespérée de Madame Carrington. « Ne vous approchez pas! Reculez ou je... » Craddock atteignit la porte de la glacière, flanqué de 2 agents. À l'intérieur, éclairés par la faible lumière du jour qui filtrait à travers la porte ouverte, ils virent une chambre en pierre, froide et humide, et dans un coin, une jeune femme pâle, échevelée, les poignets liés, qui les regardait avec des yeux terrifiés. Veronica Hartwell, vivante, et Madame Sylvia Carrington debout au-dessus d'elle, un morceau de verre brisé pressé contre la gorge de la jeune fille, son visage élégant transformé par la rage et le désespoir. « Elle a tout gâché, » dit Madame Carrington, la voix tremblante. « Tout ce que j'avais prévu, tout ce que j'avais sacrifié. J'ai attendu 7 ans, 7 ans, et puis cette fille est apparue, et Edmund est tombé amoureux de son joli visage, de sa jeunesse, comme si Eleanor n'avait jamais existé. Comme si je n'avais jamais existé. »« Madame Carrington !» dit Miss Marple en entrant prudemment dans la glacière, les mains ouvertes pour montrer qu'elle n'était pas armée. « Je vous en prie. Tout cela peut encore se terminer sans autre tragédie. »« Vraiment ?» Le rire était amer. « J'ai tué Eleanor. Vous le savez maintenant. J'ai attendu sur le chemin équestre avec sa veste d'équitation. Je savais qu'elle l'avait laissé chez nous la veille. Et je m'en suis servi pour effrayer son cheval. Je l'ai regardé tomber. Je l'ai regardé mourir. Et je ne l'ai jamais regretté, pas une seule fois, parce que je pensais, je croyais sincèrement, qu'Edmund finirait par me voir vraiment, et comprendre que j'étais celle qu'il avait toujours aimée. Il l'aurait peut-être fait, dit doucement Miss Marple en s'approchant. Si vous aviez été patiente, si vous lui aviez laissé le temps de faire son deuil et de faire ses propres choix. Mais le meurtre a tout empoisonné, n'est-ce pas? Il a rendu votre amour toxique, transformé votre dévouement en obsession. Je devais l'arrêter, murmura Madame Carrington, le morceau de verre tremblant dans sa main. Elle avait tout compris. Elle avait trouvé des lettres d'Eleanor à mon intention, dans lesquelles elle exprimait ses inquiétudes quant à mon attachement pour Edmund. Elle avait commencé à poser des questions sur ce matin-là, sur qui d'autre était resté à la maison. Elle savait, et elle allait le dire. « Alors vous l'avez attiré dehors, » dit Craddock d'une voix calme malgré la tension. « Comment l'avez-vous convaincu de quitter Greenacres? » Je lui ai envoyé un mot. Je lui ai dit que j'étais une amie d'Eleanor, que j'avais des informations sur la mort d'Eleanor qu'elle devait connaître, que je la retrouverais à la porte du jardin à 2 heures du matin. Elle est venue, bien sûr qu'elle est venue. Elle était jeune, courageuse et imprudente. J'avais préparé du chloroforme. Après ça,
Ça a été facile. Je l'ai conduite ici, je l'ai enfermée, et je suis retourné sur les lieux pour mettre en scène le crime. La fenêtre ouverte, le sang provenant d'une coupure sur ma main, le tissu déchiré d'une vieille chemise de nuit d'Eleanor, que j'avais conservée toutes ces années. Et vous vouliez que nous le trouvions finalement, dit Miss Marple. Dans le puits, pour que nous croyions que mademoiselle Hartwell était morte, tuée par madame Bell et Webb, alors qu'en réalité vous la gardiez ici, vivante, jusqu'à ce que vous puissiez déterminer le meilleur moment pour en finir, compléta madame Carrington d'un ton neutre. Je ne pouvais pas la laisser partir. Elle en savait trop. Et je ne pouvais pas la tuer immédiatement. C'était trop suspect, trop tôt. Mais une fois que vous auriez arrêté Webb, une fois que vous auriez monté votre dossier contre lui et madame Bell, je pourrais alors me débarrasser d'elle discrètement, loin d'ici, et tout le monde croirait qu'elle était morte la première nuit. « C'est fini, madame Carrington, » dit Craddock. « Posez le verre. Laissez mademoiselle Hartwell partir. » C'est fini. Les yeux de madame Carrington étaient désormais hagards, passant de l'un à l'autre. 7 ans de ma vie, consacrés à un homme qui ne m'a jamais vu. 7 ans à vivre avec un meurtre, à porter ce poids, et pourquoi? Pour qu'il puisse épouser quelqu'un d'autre? Pour que tout cela ne serve à rien? Je vous en prie, murmura Veronica Hartwell, la voix rauque à cause de son emprisonnement. S'il vous plaît, je ne témoignerai pas contre vous. Je ne dirai rien. Laissez-moi juste partir. Mensonge, dit madame Carrington d'un ton presque absent. Ils mentent toujours à la fin. Eleanor a menti aussi. Quand elle était en train de mourir, elle m'a regardé, et elle savait. J'ai vu la reconnaissance dans ses yeux. Elle savait que je l'avais tuée, et elle a essayé de parler, de dire à celui qui l'avait trouvée, mais elle n'a pas pu. Les mots ne sortaient pas, seulement du sang. La glacière était devenue très froide. Miss Marple vit Craddock se crisper, prête à se précipiter, mais elle secoua légèrement la tête. Pas encore. Madame Carrington était sur le point de craquer, et la violence ne ferait que la pousser à bout. « Madame Carrington, » dit doucement Miss Marple, « je comprends. » La femme tourna brusquement la tête vers elle. « Vraiment ? » ?»« Oui. Vous avez aimé quelqu'un qui ne vous aimait pas en retour. Vous avez fait des choix terribles à cause de cet amour. Vous avez détruit des vies, celle d'Eleanor, la vôtre, et maintenant celle de mademoiselle Hartwell. Tout cela parce que vous ne pouviez pas accepter que l'amour ne soit pas toujours réciproque. » La voix de Miss Marple était infiniment douce. « J'ai connu des femmes comme vous. J'ai vu ce que peut devenir un amour non partagé lorsqu'il se transforme en obsession. C'est la chose la plus triste au monde, madame Carrington. Mais cela s'arrête ici. Cela doit s'arrêter ici. Pourquoi ? » Ce mot était un cri d'angoisse. Pourquoi devrais-je laisser cela s'arrêter? Pourquoi ne devrais-je pas finir ce que j'ai commencé? Parce que, dit Miss Marple, quelque part au fond de vous, il y a encore la jeune fille qui aimait sa camarade de classe. La femme qui a sincèrement pleuré Eleanor, même si vous l'avez tuée. Vous n'êtes pas entièrement mauvaise, madame Carrington. Vous êtes perdue, et il y a une différence. Pendant un long moment, madame Carrington resta figée, le verre pressé contre la gorge de Veronica. Puis, lentement, sa main se mit à trembler. Des larmes coulèrent sur son visage élégant. « Je l'aimais, » murmura-t-elle. « Je l'aimais tellement. »« Je sais, » dit Miss Marple, « mais l'amour qui détruit n'est pas du tout de l'amour. C'est autre chose, quelque chose qui doit être arrêté. » Le verre tomba de la main de madame Carrington et s'écrasa sur le sol en pierre dans un bruit sec. Elle s'effondra à genoux à côté, sanglotant, tandis que les policiers se précipitaient pour libérer Veronica Hartwell et placer madame Carrington en garde à vue. Miss Marple se tenait à l'entrée de la glacière, observant la sinistre scène et pensait aux roses blanches, à la tige brisée dans le jardin de Greenacre, détruite lors de la mise en scène d'une fausse évasion.
Belle, fragile, coupée à la racine. Les conséquences de cette révélation s'abattirent sur St. Mary Mead comme la brume matinale, omniprésente, inéluctable, donnant un caractère irréel à tout ce qu'elle touchait. 3 jours plus tard, Miss Marple était assise dans son jardin, ses aiguilles à tricoter bougeant à leur rythme habituel, tandis que Madame Dane racontait les derniers développements avec l'intensité haletante de quelqu'un qui a été témoin d'un événement historique. Veronica Hartwell avait été emmenée à l'hôpital, souffrant de déshydratation et d'hypothermie, mais sans autre blessure physique. Sur le plan émotionnel, selon les médecins, son rétablissement prendrait plus de temps. Elle avait passé 3 jours emprisonnée dans l'obscurité, se croyant abandonnée à la mort, et de telles expériences laissèrent des traces que le temps ne pouvait effacer facilement. Edmund de Fairfax lui rendait visite tous les jours, mais la question de savoir si leur mariage aurait lieu, si leur relation pourrait survivre à ce traumatisme, restait incertaine. Thomas Webb avait été inculpé pour complicité dans le meurtre d'Eleanor Fairfax, ayant été témoin du crime et accepté de se taire en échange d'une somme d'argent. Madame Bell avait été libérée avec un avertissement sévère concernant sa complicité dans la propagation de soupçons sur Mademoiselle Hartwell. Elle était retournée à Londres, incapable d'affronter la famille qu'elle avait servie si fidèlement et trahie si irréfléchiment. Et Madame Sylvia Carrington était en détention, attendant son procès pour 2 tentatives de meurtre et un meurtre avéré, son élégant sang-froid brisé de manière irréparable. L'inspecteur Craddock avait dit à Miss Marple qu'elle avait tout avoué dans sa cellule, une confession qui avait duré des heures, détaillant 7 années d'obsession, de planification, d'espoir désespéré et de désespoir ultime. « C'est tellement triste, » dit Madame Dane en secouant la tête. « Quand on pense qu'elle a porté ce terrible secret pendant toutes ces années, et pourquoi? Un homme qui ne l'a jamais considérée que comme une amie. » « Oui, » acquiesça Miss Marple doucement. « Bien que je soupçonne que ce ne soit pas tout à fait exact. Je pense que M. Fairfax la voyait comme une personne de valeur et de gentillesse, quelqu'un qu'il appréciait et en qui il avait confiance. Mais il ne la voyait pas comme elle souhaitait être vue, et pour certaines personnes, tout ce qui n'est pas tout n'est rien du tout. Pourtant, tuer par amour, était-ce vraiment de l'amour? Miss Marple posa son tricot, le regard lointain. Ou était-ce quelque chose de plus sombre? La possession, peut-être. Le besoin de contrôler le cœur d'autrui, parce qu'on ne peut contrôler le sien. Madame Dane finit par partir, laissant Miss Marple seule avec ses pensées et le soleil de fin d'après-midi. Elle se leva et traversa lentement son jardin pour se rendre près des roses blanches qui poussaient contre le mur du cottage. Elles étaient maintenant en pleine floraison, belles et parfaites, leurs pétales immaculés. Mais elle pensa à la tige brisée à Greenacre, cassée lors de la mise en scène d'un crime. Et elle pensa à Madame Carrington, dont la vie avait été tout aussi brisée, détruite par un amour qui exigeait tout et ne donnait que la mort en retour. Ce soir-là, alors que les ombres s'allongeaient sur St. Mary Mead et que les lampes commençaient à s'allumer aux fenêtres des cottages, Edmund Fairfax vint rendre visite à Miss Marple. Elle le reçut dans son petit salon et lui offrit du thé, qu'il accepta avec une courtoisie mécanique. « Je voulais vous remercier, » dit-il d'une voix lourde de fatigue. « Si vous n'aviez pas compris la vérité, si vous aviez continué à croire que Webb était coupable. » Il ne put terminer sa phrase. « Oui, » dit Miss Marple doucement, « même si je crains que ma théorie initiale était tout à fait erronée. Je me suis laissé guider par des conclusions évidentes, la gouvernante jalouse, le complice avec un passé criminel opportun. J'ai oublié que les preuves les plus soigneusement construites sont souvent les moins fiables. Comment vous en êtes-vous rendu compte? » « Le sang, » répondit Miss Marple. « Il était trop pratique, trop parfaitement placé.
Comme des miettes de pain dans un conte de fées, nous menant exactement là où quelqu'un voulait nous emmener. Et puis il y avait Madame Carrington elle-même. Sa sollicitude, sa présence aux moments cruciaux, sa connaissance intime de votre foyer et de vos habitudes. Cela m'a rappelé. Elle marqua une pause. Cela m'a rappelé une affaire, il y a des années, où une femme avait empoisonné sa rivale avec un tel souci du détail qu'elle avait failli réussir à faire accuser un innocent. La différence, c'est que cette femme savait quand s'arrêter. Madame Carrington, non. Elle a continué à élaborer, à ajouter des preuves, jusqu'à ce que la construction devienne trop parfaite et se révèle ainsi comme une construction. Fairfax resta silencieux pendant un long moment. Finalement, il dit « Je n'ai jamais su. Pendant toutes ces années, j'ai pensé que Sylvia était simplement une amie dévouée. Eleanor en avait parlé, mais je l'avais écartée comme une fantaisie. Les imaginations des femmes, me disais-je. » Son visage se déforma. « Quel aveugle j'étais !»« Vous n'étiez pas aveugle, » dit Miss Marple. « Vous croyez simplement au meilleur d'une personne qui vous était chère. Ce n'est pas de la stupidité, c'est de la gentillesse. La tragédie, c'est que votre gentillesse n'a pas pu la sauver d'elle-même. Et Véronica ?» Sa voix se brisa. « Je l'ai mise en danger sans le savoir, si elle était morte. Mais elle n'est pas morte. Vous ne devez pas vous torturer avec ce qui aurait pu arriver, Monsieur Fairfax. Concentrez-vous plutôt sur ce qui est. Mademoiselle Hartwell est en vie, la vérité a été révélée, et justice sera faite. La question est maintenant de savoir si vous et elle pouvez construire quelque chose à partir des ruines. » Il la regarda avec des yeux hantés. « Je ne sais même pas si elle me parlera. Comment le pourrait-elle après ce qui s'est passé? À cause de moi, à cause de mon passé, elle a failli mourir. À cause des choix de Madame Carrington, corrigea fermement Miss Marple. Pas les vôtres. Vous n'avez commis aucun crime, si ce n'est peut-être celui d'être trop gentil, trop confiant. Ce ne sont pas des péchés, Monsieur Fairfax. Ce sont des vertus dont a profité quelqu'un qui avait perdu la capacité de faire la distinction entre l'amour et la possession. » Une fois qu'il fut parti, Miss Marple resta longtemps assise dans l'obscurité grandissante, les mains inactives sur ses genoux. Elle pensa à tous les acteurs de cette tragédie. Veronica Hartwell, courageuse et curieuse, qui avait suivi le fil de la vérité jusqu'à frôler la mort. Edmund Fairfax, gentil et aveugle, qui avait perdu une femme assassinée et avait failli perdre une autre. Madame Bell, dont l'anxiété jalouse avait fait d'elle la dupe parfaite. Thomas Webb, dont le silence complice avait dégénéré en tentative de dissimulation. Et au centre, Sylvia Carrington, dont l'amour s'était transformé en quelque chose de monstrueux. Mais elle pensait surtout à Eleanor Fairfax, morte depuis 7 ans, tuée par l'ami en qui elle avait confiance, assassinée un matin de printemps semblable à celui-ci, par quelqu'un qui prétendait aimer, non pas avec sagesse, mais avec trop de passion. Eleanor, dont la mort avait déclenché toutes ces autres tragédies, un péché originel qui ne pouvait être effacé. Le dimanche suivant, Miss Marple assista comme à son habitude, à l'office du matin, à l'église St. Mary Mead. Le vicaire prêcha sur le pardon, un thème plutôt pertinent compte tenu des événements récents. Mais son sermon était doux et réfléchi, évitant tout sensationnalisme. Après la cérémonie, debout dans le cimetière parmi les tombes anciennes, Miss Marple vit Veronica Hartwell arriver au bras d'Edmund Fairfax. La jeune femme était pâle et amaigrie, sa beauté ternie par l'épreuve, mais elle marchait d'un pas assuré. Lorsqu'elle aperçut Miss Marple, elle s'approcha immédiatement, laissant M. Fairfax discuter avec le vicaire. « Miss Marple, » dit-elle en prenant les mains de la vieille dame dans les siennes, « je vous dois la vie. »« Vous devez la vie à l'inspecteur Craddock, » répondit doucement Miss Marple. « Je me suis contentée d'observer ce qui se trouvait devant nous depuis le début. Vous avez vu ce que personne d'autre n'avait vu.
Vous avez cru que j'étais encore en vie alors que tout le monde avait perdu espoir. » Les yeux de Véronica se remplirent de larmes. « Savez-vous que dans cette obscurité, dans cet endroit terriblement froid, j'ai pensé à abandonner. J'ai pensé à arrêter de me battre, à arrêter d'espérer. Mais quelque chose m'a poussé à tenir bon. Peut-être était-ce le fait de savoir que quelque part, quelqu'un comme vous cherchait, observait, rassemblait les pièces du puzzle. « Vous êtes plus forte que vous ne le pensez, » dit Miss Marple. « Pour survivre à ce que vous avez survécu, il faut un courage remarquable. Je ne me sens pas courageuse, je me sens... » Véronica fit une pause, cherchant ses mots. Brisée, changée. Quand je regarde Edmund maintenant, je ne vois pas seulement lui, mais tout ce qui a précédé, sa première femme, assassinée par quelqu'un qui prétendait l'aimer. Je me demande si je pourrais un jour me sentir à nouveau en sécurité, si je pourrais croire que le monde est tel qu'il apparaît. « Le monde est rarement tel qu'il apparaît, » dit Miss Marple doucement. « Mais cela ne signifie pas qu'il ne contient aucune vérité, aucun sentiment authentique. Ce qui vous est arrivé est terrible, mademoiselle Hartwell, mais ce n'était pas inévitable. C'était le résultat de la dévotion tordue d'une femme, une aberration, pas une règle. La plupart des gens, même ceux qui aiment de manière imprudente, ne commettent pas de meurtre. La plupart du temps, la jalousie reste juste cela, de la jalousie, pas de la violence. Pensez-vous ? » Véronica hésita. « Pensez-vous que je devrais quand même épouser Edmund ?» Miss Marple la regarda pensivement. « Je pense que vous devriez faire tout ce qui vous apporte la paix et le bonheur. Si cela signifie l'épouser, alors oui. Si cela signifie prendre le temps de guérir, alors prenez ce temps. Si cela signifie partir pour de bon, alors partez. Mais ne laissez pas les crimes de Sylvia Carrington dicter vos choix. Cela lui donnerait une victoire qu'elle ne mérite pas. » Véronique acquiesça lentement, absorbant ses paroles. « Merci, » dit-elle. « Pour tout. » Elle retourna auprès de M. Fairfax et ensemble, ils se dirigèrent vers la porte de l'église. Miss Marple les regarda s'éloigner, remarquant qu'il lui tenait le bras avec douceur et protection, et qu'elle se penchait vers lui malgré une hésitation visible. Peut-être se marierait-il, peut-être trouverait-il un moyen de surmonter le traumatisme et de construire quelque chose d'authentique. Ou peut-être se séparerait-il, tous deux trop meurtris par ce qui s'était passé pour continuer. Seul le temps le dirait. La nature humaine était résistante, mais aussi fragile. Et l'amour, le véritable amour, pas la possession perverse qui avait animé Sylvia Carrington, exigeait une confiance qui avait été gravement ébranlée. Cet après-midi-là, Miss Marple se rendit à Greenacre à la demande de l'inspecteur Craddock. La maison était désormais vide. Monsieur Fairfax avait déménagé au Blue Boar, dans le village, incapable de rester dans le lieu où sa fiancée avait failli mourir. Mais Craddock avait demandé à Miss Marple de l'accompagner pour une dernière inspection avant que la propriété ne soit scellée, en attendant la procédure judiciaire. Ils traversèrent les pièces silencieuses, leurs pas résonnant sur les sols cirés. Le chapiteau avait été démonté de la pelouse, les fleurs étaient fanées dans leurs vases, et la robe de mariée était toujours suspendue dans son papier de soie, fantomatique dans la lumière de l'après-midi. « Qu'est-ce que ça va devenir ?» demanda Miss Marple en regardant la robe. « Monsieur Fairfax dit que mademoiselle Hartwell peut en faire ce qu'elle veut. Je crois qu'elle prévoit de la donner à une œuvre caritative. Elle dit qu'elle ne peut pas imaginer la porter maintenant. Trop de souvenirs. C'est compréhensible ?» Miss Marple toucha doucement la soie, pensant à tous les espoirs qu'elle représentait, désormais ternis à jamais. « Inspecteur, Madame Carrington a-t-elle dit autre chose ?»« Seulement qu'elle ne regrette rien, sauf d'avoir été prise. Son avocat tente de monter une défense basée sur la démence passagère, mais... » Il secoua la tête. « 7 ans de préméditation plaident plutôt contre cela, n'est-ce pas ?
Le meurtre d'Eleanor Fairfax a été soigneusement planifié. La tentative de meurtre de Veronica Hartwell était tout aussi calculée. Il ne s'agissait pas de crimes passionnels au sens juridique du terme. Ils étaient délibérés, patients et, en fin de compte, futiles. Ils sortirent dans le jardin, où les roses blanches fleurissaient toujours contre le mur. La tige cassée avait été retirée, mais Miss Marple s'en souvenait. Elle se souvenait à quel point cela l'avait tourmentée, symbole de quelque chose de détruit dans la mise en scène de fausses preuves. « J'ai commis une erreur importante dans cette affaire », dit-elle soudainement. Craddock la regarda avec surprise. « Vous l'avez résolue, Miss Marple. »« Finalement, oui. Mais j'ai d'abord élaboré une théorie complètement erronée et je l'ai suivie avec conviction. Je croyais Madame Bell coupable, tout comme Thomas Webb. J'ai rassemblé des preuves qui semblaient convaincantes, j'ai construit un récit qui avait un sens sur le plan psychologique et j'avais complètement, dangereusement tort. Si j'avais continué dans cette voie, si je n'avais pas remis en question mes propres conclusions. » Elle fit une pause. Veronica Hartwell aurait pu mourir pendant que nous poursuivions les mauvais suspects. Mais vous avez remis en question vos conclusions. C'est ce qui distingue une bonne enquête d'une simple conjecture. Peut-être. Mais il s'en est fallu de peu, inspecteur. De très peu. Elle regarda les roses, dont les pétales blancs étaient parfaits dans la lumière dorée de l'après-midi. Je me suis laissé distraire par l'évidence, par ce que j'étais censé voir. J'ai oublié que les personnes qui mettent en scène des crimes sont souvent trop intelligentes. Elles en font trop, ajoutent trop de détails, créent une image trop parfaite. La réalité est plus compliquée. La véritable panique ne laisse pas de traces de sang et de fenêtres ouvertes. Elle laisse un véritable chaos. Une leçon dont je me souviendrai, dit Craddock. Ils se tenaient ensemble dans le jardin. Deux silhouettes dans un décor bucolique et paisible, tandis que derrière eux, la maison vide gardait ses secrets et ses chagrins. Finalement, ils partirent, fermant la porte derrière eux, et retournèrent au village à travers les ombres qui s'allongeaient. St. Mary Mead absorba le scandale comme il absorbait toute chose. Le choc initial laissa place à des spéculations sans fin, qui finirent tout par s'estomper dans les mémoires. En moins d'un mois, le village avait trouvé de nouveaux sujets de conversation. Les fiançailles de la fille de Madame Price, les projets du vicaire pour la fête paroissiale, le temps anormalement chaud. La vie, comme toujours, continuait. Mais certaines cicatrices subsistaient. La propriété Greenacre resta vide, avant d'être finalement vendue à une famille londonienne qui ne savait rien de son histoire. Edmund Fairfax retourna à Londres avec Veronica Hartwell, et bien que Miss Marple ait entendu dire qu'il s'était finalement marié, discrètement, dans un bureau d'état civil sans invité, elle apprit également qu'ils avaient quitté l'Angleterre pour émigrer au Canada, afin de prendre un nouveau départ, là où personne ne connaissait leur histoire. Thomas Webb fut condamné à 5 ans de prison pour sa complicité dans le meurtre d'Eleanor Fairfax. Madame Bell trouva un emploi dans une famille en Écosse, aussi loin que possible de St. Mary Mead. Et Madame Sylvia Carrington fut jugée, reconnue coupable et condamnée à la prison à vie pour meurtre et tentative de meurtre, une sentence qu'elle accueillit avec le même sang-froid élégant dont elle avait fait preuve tout au long du procès, à l'exception d'un instant où, lors de la lecture du verdict, son visage se décomposa brièvement avant de retrouver son masque habituel. 6 mois après le procès, Miss Marple reçut une lettre. Elle venait du Canada et l'écriture était celle de Veronica Hartwell, ou plutôt de Veronica Fairfax, comme elle était finalement devenue. « Chère Miss Marple, j'espère que vous allez bien. Je tenais à vous écrire pour vous dire qu'Edmund et moi, nous sommes installés ici, à Vancouver, dans une petite maison près de l'eau. Nous réapprenons à être heureux, ou peut-être apprenons-nous à être heureux pour la première fois, car auparavant, notre bonheur était toujours assombri par des choses que nous ignorions.
Je pense souvent à vous et à cette période terrible. Vous m'avez sauvé la vie, mais plus encore, vous avez sauvé ma foi en l'observation humaine, en l'importance de prêter attention aux petits détails. D'une manière étrange, cette épreuve m'a appris quelque chose de précieux. Que la vérité existe, même lorsqu'elle est enfouie sous des mensonges, et qu'il y a des gens comme vous, qui peuvent la découvrir grâce à leur patience et à leur sagesse. Je voulais que vous sachiez que je n'ai plus peur. Ou plutôt, j'ai peur des choses normales, de la maladie, des accidents, des aléas ordinaires de la vie, mais pas des ombres. Madame Carrington ne peut pas m'atteindre ici, elle ne peut pas hanter mes rêves. Edmund et moi parlons parfois de ce qui s'est passé, mais nous parlons surtout de l'avenir. Nous attendons un enfant pour le printemps. Merci, Miss Marple. Merci d'avoir vu ce que les autres n'ont pas vu, d'avoir cru que j'étais en vie alors que la logique suggérait le contraire, d'avoir refusé d'accepter la réponse évidente alors que quelque chose de plus profond appelait une enquête. Avec une gratitude éternelle, Veronica Fairfax Miss Marple posa la lettre et regarda son jardin où l'automne peignait les feuilles de nuances dorées et cramoisies. Un enfant au printemps. Une nouvelle vie émergeant des décombres de l'ancienne. C'était le meilleur dénouement que l'on pouvait espérer, compte tenu des circonstances. Et pourtant, dans ces moments de calme, elle se surprenait à repenser à Sylvia Carrington debout dans la glacière, le verre pressé contre la gorge de Veronica, son visage élégant transformé par 7 années de rage refoulée et d'espoir désespéré. « Je l'aimais tellement », avait-elle dit, comme si l'amour justifiait tout, excusait tout. Mais l'amour qui tue n'est pas du tout de l'amour. C'est autre chose. La possession, l'obsession, le besoin terrible de contrôler ce qui devrait être donné librement. Miss Marple l'avait déjà vu sous différentes formes, la mère qui étouffait ses enfants avec une attention qui était en réalité de la domination, le mari qui protégeait sa femme en l'isolant du monde, l'ami qui aidait en se rendant indispensable et en ressentant ensuite du ressentiment pour tout autre attachement. L'amour qui détruisait son objet n'était pas de l'amour. Mais ceux qui le pratiquaient ne semblaient jamais comprendre cette vérité avant qu'il ne soit trop tard. Un matin de fin octobre, près d'1 an après les événements de Greenacre, Miss Marple s'occupait de ses roses blanches lorsque Madame Dane apparut à la porte du jardin avec une nouvelle. Madame Sylvia Carrington était morte en prison. Un anévrisme, selon les médecins, soudain et indolore. Elle avait été retrouvée dans sa cellule avec une lettre à moitié écrite, adressée à Edmund Fairfax. Mais personne ne savait ce qu'elle contenait. C'est peut-être une bénédiction, avait observé Madame Dane. Mieux vaut cela que de passer des décennies derrière les barreaux. Peut-être avait acquiescé Miss Marple, même si elle n'était pas certaine que ce fût une bénédiction. La mort finissait par venir chercher tout le monde, en prison ou ailleurs, et elle ne portait aucun jugement moral. Madame Carrington avait vécu assez longtemps pour être jugée, mais pas assez pour réfléchir véritablement, pour faire le genre de remise en question profonde qui aurait pu lui apporter la compréhension, voire la rédemption. Ou peut-être avait-elle réfléchi, et cette réflexion l'avait tuée. Parfois, le poids de ce que l'on a fait devient trop lourd à porter et le corps abandonne simplement ce à quoi l'esprit ne peut échapper. Miss Marple reporta son attention sur ses roses, taillant les fleurs fanées pour faire place à de nouvelles pousses. La tige cassée, il y a plusieurs mois, avait produit de nouvelles pousses. La vie persistait même après avoir été endommagée, trouvant un moyen d'avancer. Cela lui semblait approprié, d'une certaine manière. Un symbole approprié pour ce qui s'était passé et ce qui avait suivi. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait sur St. Mary Mead et que les lampes brillaient aux fenêtres des cottages, Miss Marple était assise avec son tricot et une tasse de cacao, pensant à l'amour et à la mort et aux choses terribles
que les gens faisaient lorsque les deux se confondaient. Elle pensait à Eleanor Fairfax, morte un matin de printemps, à Veronica Hartwell, piégée dans l'obscurité et le froid, à Edmund Fairfax, aveugle à l'obsession qui l'entourait, à Thomas Webb, complice par son silence, à Madame Bell, qui avait laissé sa loyauté jalouse prendre le pas sur son jugement. Et elle pensa à Sylvia Carrington, qui avait aimé si mal et de manière si destructrice qu'elle avait détruit 3 vies, celle d'Eleanor, celle de Veronica et finalement la sienne. Les roses blanches fleuriraient à nouveau au printemps suivant, leurs pétales parfaits et immaculés, indifférentes à la tragédie humaine. Le village continuerait à vivre à son rythme tranquille, absorbant le scandale et allant de l'avant comme il l'avait toujours fait. Et quelque part, au Canada, un enfant naîtrait, ignorant tout de l'obscurité qui avait précédé son existence. Un nouveau départ, sans trace du passé. Mais Miss Marple s'en souviendrait. Elle se souvenait toujours. Non par fascination morbide, mais parce que la nature humaine, dans toute sa beauté et sa terrible capacité à faire du mal, méritait d'être comprise. Chaque affaire lui apprenait quelque chose, lui révélait une nouvelle facette de ce que les gens étaient incapables de faire lorsqu'ils étaient poussés par l'amour, la peur ou le désespoir. Elle repensa une dernière fois à la tige de rose brisée, gisant sur le sol où elle était tombée, détruite non pas par les intempéries ou la maladie, mais par des mains humaines qui avaient mis en scène une supercherie. Et elle pensa à Madame Carrington, tout aussi brisée par ses propres actions, sa vie élégante, réduite en cendres par la passion même qui, selon elle, justifiait tout. Miss Marple mit son tricot de côté et regarda le feu. Dehors, la nuit était tombée complètement et Sainte Mary Mead dormait sous un ciel étoilé. À l'intérieur, les flammes dansaient et murmuraient, projetant des ombres qui scintillaient, comme des souvenirs sur les murs. « Quel gâchis !» murmura-t-elle à elle-même, à la pièce vide, à personne en particulier. Toute cette dévotion, toutes ces années, et au final, rien d'autre que des cendres et des tiges brisées. Le feu crépita en guise de réponse indifférente. Miss Marple reprit son tricot, ses aiguilles reprenant leur rythme régulier. Clic, 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 marquant le temps, marquant la mémoire, tissant un autre motif à partir des fils emmêlés des faiblesses humaines. Et le lendemain matin, les roses blanches fleuriraient à nouveau, belles et parfaites, leur brève existence marquée par l'ignorance de ce qui s'était passé. Seule Miss Marple garderait ce souvenir, l'ajoutant à son long catalogue de la capacité infinie de la nature humaine à aimer et à détruire, et de la ligne ténue qui les sépare, que si peu parviennent à voir avant qu'il ne soit trop tard. Le village dormait, les roses rêvaient, et Miss Marple continuait à tricoter, seule avec ses pensées et la sage tranquillité qui venait de la compréhension de ce que les autres préféraient ne pas voir. Que l'amour le plus dangereux était souvent celui qui demandait tout et ne donnait que la mort en retour.